Équipe belge qui est composée de 5 personnes, mais aujourd'hui parmi nous, Michael Deger, Anne Philippard et Armand-Marie Raillet, dans l'ordre qui sera le vôtre. Bonjour à tous. Donc voilà, nous allons vous présenter en fait les spécificités de la recherche qui a été menée en Belgique. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que notre pays est connu pour être tout petit, mais également très compliqué. Et dans cette idée, les travailleurs sociaux, bien que travaillant avec un public et des domaines d'intervention similaires, eh bien, leur formation initiale dépend de facultés différentes. En effet, les éducateurs dépendent, eux, de la faculté pédagogique, alors que les assistants sociaux, par exemple, dépendent de la faculté sociale. Comme ça a été annoncé, 2 équipes ont mené cette recherche en Belgique. La première bruxelloise et la deuxième liégeoise, avec néanmoins un agent de liaison, ici en la présence de Michael Deger. Troisième spécificité de notre recherche, ce sont les limites. Donc en effet, il nous semble important dans un travail de recherche de bien signifier que seuls 2 MAG ont actuellement été réalisés en Belgique et que donc il nous semble un petit peu prématuré de parler de résultats définitifs. Donc voilà, pour vous présenter le premier MAG qui a eu lieu à Bruxelles et son organisation. Eh bien, il faut savoir qu'on a fait un MAG un peu particulier car nous avons travaillé de front avec 2 groupes. Donc Sylvie a parlé de 2 MAG tout à l'heure, mais en fait c'était un MAG en parallèle avec 2 groupes différents. D'un côté les éducateurs spécialisés et d'un autre côté leurs bénéficiaires. Et on a travaillé sur la question justement de l'éthique du numérique dans une méthodologie qu'on a appelée miroir brisé, dans le sens où ils ont commencé sur la même problématique et la séance 2, la deuxième demi-journée, a été différente. Si vous voulez, on en parlera lors des questions, mais ça a été particulièrement intéressant d'avoir le retour aussi des bénéficiaires sur la question. Alors au niveau du MAG 2, il s'est passé à Liège, mais davantage, et exclusivement avec des travailleurs sociaux formés en tant qu'assistants sociaux, issus de secteurs diversifiés, hôpitaux psychiatriques et gériatriques, maisons médicales, ce que nous on nomme des centres psychomédico-sociaux, c'est-à-dire des centres d'intervention en milieu scolaire auprès des jeunes, centres publics d'action sociale, donc de l'aide générale financière résiduaire en Belgique, et un centre d'aide aux jeunes. Les fonctions des assistantes sociales étaient d'une part des AS de première ligne pour une part du groupe, mais également une part du groupe exerçait des fonctions plus de coordination, de supervision d'équipe ou de projet. Il s'agissait de 7 femmes et elles ont participé au MAG 2 dans le cadre d'une formation continue et étendue sur une année qui se donnait à la faculté de travail social chez nous. Lors de ces formations sur l'éthique et le travail social, nous leur avons proposé d'intégrer une MAG spécifique à l'usage du numérique et elles ont toutes décidé de participer. Voilà, qui dit 15 minutes à 3 dit choix à faire. Donc du coup, on a un résultat à vous montrer parmi les multiples résultats qu'on a obtenus. C'est même pas un résultat, c'est plutôt un questionnement sur la question des positionnements éthiques lors de l'intervention sociale. Parce qu'on a remarqué, et surtout ça a été relevé des verbatim, qu'il y a surtout une éthique personnelle, un point de vue personnel, un positionnement personnel qui fait qu'on va intervenir. Il y a également une éthique plutôt sociétale qui fait qu'on va questionner notre intervention sociale. Mais on a remarqué effectivement dans ce qui s'est passé aussi qu'il manquait, qu'il y avait vraiment un lien entre ces 2 éthiques qui serait plutôt au niveau institutionnel. Alors je vais vous expliquer ça par 2 exemples. Le premier, c'est un intervenant qui s'est présenté en nous expliquant une situation où des jeunes filles dans un centre fermé entre 10 et 12 ans avaient accès à Internet 1 heure par semaine. Et durant cette heure-là, dans un local spécifique, elles pouvaient jouer et faire ce qu'elles voulaient. Donc elles jouaient du coup à un jeu où elles pouvaient habiller des poupées. Voilà. Et l'intervenant social s'est rendu compte que dans ce jeu, il y avait une zone de clavardage, un mot que j'ai appris ici.
le chat de clavardage, et qu'elle discutait avec des étrangers. Et donc, sa réaction, d'un point de vue personnel, a été une panique par rapport au monde du numérique, et donc la prise a été débranchée latéralement, l'électricité a été coupée dans le local, et les étudiants n'ont plus accès du tout, enfin les apprenants n'ont plus accès du tout à l'informatique pendant tout le reste de l'année. Donc une réaction très personnelle, un questionnement sociétal quand même de se dire tiens, est-ce que je dois couper ou pas ce courant électrique, et puis très rapidement dans l'urgence, c'est quand même le personnel qui a pris le dessus, mais on voit clairement qu'il manque un lien entre la société et le personnel qui serait institutionnel, qui permettrait de cadrer un petit peu tout ça. Deuxième exemple aussi, une autre institution où l'objectif de l'institution est d'accompagner les jeunes dans leur développement professionnel, donc un peu plus âgés. Et là, l'un des projets d'un des jeunes était de devenir youtubeur professionnel. C'était son objectif de vie. Et donc là aussi, débranchement de la prise, d'une certaine façon. Non, c'est pas possible, on ne peut pas devenir youtubeur professionnel, ce n'est pas un métier, on refuse de t'accompagner, il faut trouver un vrai métier, etc. etc. Bon, vous voyez un petit peu, donc de nouveau, positionnement personnel, hein, le numérique et le social, ça ne va pas ensemble. Pourtant, la société fait qu'il y a quand même des youtubeurs qui s'en sortent. Comment se place notre institution? On n'a pas d'informations. Alors, au niveau du MAC 2 qui s'est déroulé à Liège, je n'ai pas consulté André à côté de moi, mais le choix du récit qui s'est opéré à Liège était également celui de l'encodage des dossiers informatisés, donc la numérisation des dossiers sociaux, le passage du papier au numérique. Alors, dans les premiers constats, on a remarqué qu'il y avait une mise en tension des intervenants sociaux relative à cette numérisation, d'une part ressentie envers les publics, mais également éprouvée à l'égard de la hiérarchie des organisations et des institutions. Donc, plus spécifiquement, à l'égard des publics, ce que j'appelle le DSI, dossier social informatisé, induirait une forme de conflit de loyauté par rapport à la dimension de recensement, voire de contrôle social qu'il amène dans la relation d'aide. Le DSI questionne le secret professionnel également, en interne, mais également en externe dans le travail avec le réseau. C'est-à-dire que en interne, la transparence des accès au DSI, donc ce qu'on appelle chez nous un peu les accès hiérarchisés au sein d'une institution ou d'une organisation, partagée ou non entre les spécificités métiers, n'est pas toujours transparente et dans le récit et les interventions des intervenantes sociales, clairement, il n'y avait pas de pratique uniforme. Il y avait soit de la transparence, soit pas du tout. Avec le réseau, de plus en plus, ça affirme la nécessité de communiquer par mail, par manque de temps, pour se réunir ou pour se téléphoner, ce qui fait qu'ils anonymisent les mails pour les dossiers de suivi, et ils codent les infos dans les mails pour échanger autour d'une personne, ce qui génère ensuite, à la lecture des mails pour retrouver le suivi dont on parle, énormément d'efforts pour arriver à identifier les personnes. Alors, l'encodage du DSI requiert également d'obtenir le consentement. Or, les procédures d'éclairage sur le consentement sont compliquées, nous disent les intervenantes sociales, sont compliquées à transmettre à des publics fragilisés, peu ou pas disponibles pour être réceptifs à cet éclairage sur le consentement. Et le temps consacré à cet éclairage sur le consentement se donne au détriment, en fait, de l'élaboration de la relation d'aide dans les premiers moments. Alors avec la hiérarchie, les organisations et les voies institutionnelles, ce qu'on a relevé, c'est qu'elles disent qu'il y a une injonction d'encodage en vue d'obtenir la subsidiation par dossier. Donc si elles n'encodent pas le DSI, clairement la personne n'a pas droit à l'aide puisqu'elle ne sera pas subsidiée. Mais il y a également une inadéquation des canevas d'encodage informatisé, c'est-à-dire que les profils des publics en regard des canevas divergent. Donc, elles ne savent pas rentrer les personnes dans les cases qui leur sont imposées, notamment en santé mentale et en matière d'aide générale, ce qu'on appelle chez nous les CPAS. Les canevas sont également trop copieux, trop denses, indigestes, nous disent-elles, de par leur longueur et leur inadéquation. Par exemple, on recense 100 items pour la seule identification du bénéficiaire au sein d'un service. C'est-à-dire quand il se présente pour une demande d'aide, l'assistante sociale doit remplir 100 items d'identification. Alors, avant qu'elle ait déjà entamé une relation de sujet à sujet avec les personnes, il se passe un temps infini. Voilà.
Alors, au-delà de ça même, on constate, il nous a été relaté le constat d'une sanction lorsque les canevas sont incomplets, c'est-à-dire que l'assistante sociale, l'intervenant social reçoit une notation négative de sa hiérarchie lors de l'entretien annuel d'évaluation lorsqu'elle a un taux de canevas incomplet ou mal complété trop élevé. Alors, parallèlement à ça, on observe des éléments de contexte qu'on a relevés. Il y a une massification, une complexification des demandes qui se présentent dans les services en raison des retombées de la crise économique. Elle témoigne d'un agrément, d'un encadrement pour un intervenant social de 46 dossiers, mais elle en traite 324 sur l'année. La réponse d'austérité qui est mise en place par les politiques sociales n'octroie pas de moyens supplémentaires d'action. Et le numérique, en fait, et le DSI est venu un peu se greffer dans tout ce contexte, en étant un peu présenté par les logiques de gestion managériale comme un outil facilitant, notamment dans l'obligation d'utiliser le DSI comme faisant soi-disant gagner du temps. C'est la raison pour laquelle on n'octroie pas de moyens supplémentaires. Finalement, en conclusion, l'outil numérique vient s'adjoindre à un contexte au départ complexe pour mettre en place une relation d'aide basée sur des valeurs inhérentes au travail social, nous dit-on. L'outil numérique, à travers le DSI, est censé être facilitant, mais il s'avère dans les faits et dans ce qu'elles nous ont transmis, contraignant, voire contrôlant et pénalisant dans le cadre de la notation négative dont elle a fait part. Alors, bien que très différents, ces deux mags, nous avons essayé de faire émerger des résultats communs. L'idée principale étant que justement l'émergence et la présence, voire l'omniprésence du numérique dans notre société a modifié les situations auxquelles les travailleurs sociaux sont confrontés. Mais pas seulement. En effet, on a demandé maintenant aux travailleurs sociaux d'utiliser de plus en plus les nouvelles technologies. Alors, ces demandes peuvent venir, comme Anne vient de le dire, de l'employeur à des fins d'encodage, mais également une demande du terrain via l'utilisation des technologies des bénéficiaires. Alors, les travailleurs sociaux interrogés verbalisent le fait que cette utilisation amène une détérioration du travail social. Voilà, dans ces choses en commun, il y a des différences quand même. Et donc, si tous les deux s'accordent à dire qu'il y a une diminution de la qualité de l'intervention, on peut voir que dans le MAG 1, elle est étonnamment inconsciente. C'est-à-dire que, si je reprends l'exemple du YouTuber, ils n'avaient pas conscience, les professionnels, d'avoir une réaction peut-être moins bonne que d'habitude, parce qu'on a fait la comparaison avec le métier d'artiste, qui est tout aussi dangereux. Et là, ils se sont rendus compte qu'un artiste, il l'aurait accompagné. De la même façon, pour ce qui est du jeu, on l'a mis en parallèle avec l'idée de rencontrer des inconnus dans la rue et discuter avec eux. Et là aussi, il y aurait eu une intervention de meilleure qualité, alors que la situation a changé. Vous avez évidemment des échos avec la présentation de ce matin qui nous parlait de même travail social dans des enjeux différents, dans un domaine différent, mais quand même, de toute façon, des interventions à réaliser. Alors, au niveau des intervenantes sociales de Liège, là, il y a une conscientisation importante des enjeux éthiques, en fait, dans ce qu'elles nous disent. C'est-à-dire qu'elles verbalisent et situent ces enjeux autour des 3 axes, parmi les 4 relevés d'ailleurs hier par Michel Guissard et Audrey Gonin. Donc, elle questionne le positionnement professionnel et verbalise le ressenti de la mise en tension et des questionnements à l'épreuve de l'encodage du DSI, autour de la collaboration entre professionnels en interne comme en externe, notamment avec les questionnements relatifs à la transparence des accès au DSI, par qui, comment, dans quel contexte, et de l'anonymisation des mails, mais également autour du troisième axe, c'est-à-dire les politiques organisationnelles et institutionnelles, puisqu'elles mettent en évidence l'inadéquation des canevas et la pression ressentie afin d'obtenir des subsides et une notation positive de leur travail. Ah oui, pardon. Désolée. Alors, au niveau des résultats qui sont relativement différents dans les mags qu'on a mis en place, les questionnements éthiques à l'usage du numérique à Liège dans le MAG 2 engendrent une perte de sens ressentie par les intervenantes dans leur action et dans la mise en place d'une relation d'aide.
La priorité doit être donnée à l'encodage, c'est l'injonction et c'est la priorité qui est donnée dans l'action maintenant. Et donc finalement, les priorités de l'action sociale et du terrain se voient modifiées par cette injonction d'encodage. Puisqu'il faut d'abord avoir les sous avant même de commencer à parler à la personne presque. Il y a également une mise à mal de la posture clinique, forcément inhérente à la fonction de travailleur social dans sa relation avec les personnes qu'elle rencontre, et notamment par la présence aussi virtuelle du médium numérique, c'est-à-dire que pendant que la personne nous parle, on tape pour gagner du temps, et on ne passe même plus par l'outil papier, même si on pourrait encore le faire, mais on doit se concentrer sur des priorités dues à cette massification de demandes notamment. Alors un sentiment également de désincarnation et de déshumanisation progressive de la fonction de travailleur social, ça va sans dire quand on reprend les trois axes de questionnement prioritaires qu'elles nous ont livrés. Donc chez nous, en tout cas au niveau du MAC 2, on assisterait à une forme de reconfiguration des identités professionnelles des intervenants sociaux dans la relation d'aide. La fonction se verrait redéfinie en fait vers une forme de guichet social informatisé si il n'est pas mis en place des espaces de délibération et de concertation dans l'élaboration des canevas notamment, comme c'est le cas actuellement. Ils sont imposés et subis. Et donc les intervenantes sociales se sentent dépossédées d'une partie de leur identité professionnelle et assistent à la confiscation de leur savoir-faire dans la relation d'aide. Voilà, je rassure André, il nous reste 2 dias et moins d'1 minute. Juste pour vous dire ici très rapidement que on voit très bien entre les deux situations que l'un, c'est l'institution qui pousse à l'usage du numérique, de l'autre côté, c'est les bénéficiaires, voire la société qui font des demandes d'action. Et on se pose une question maintenant très, très idiote peut-être, mais est-ce que finalement les usages qu'on pourrait appeler positifs du numérique ne se situent pas au centre de ces deux éléments, dans des institutions où ces deux aspects-là ont été réfléchis communément et où il y aurait un endroit au milieu de création et d'innovation sociale? Alors, je vais très rapidement aborder les perspectives de notre recherche. Donc la première perspective, c'est l'organisation. Le troisième MAG est organisé et se déroulera, lors de la seconde partie de l'année académique. La spécificité de ce troisième MAG par rapport aux deux premiers est le fait qu'il va rassembler des professionnels de terrain qui utilisent le numérique comme initiative dans le cadre de leur travail. C'est-à-dire soit le numérique comme facilitateur par rapport à des tâches qu'ils devaient déjà réaliser, ou le numérique pour réaliser de nouvelles tâches. Deuxième perspective, c'est l'utilisation du logiciel de traitement de données QDR Miner afin de standardiser nos résultats et qu'ils soient comparables et comparés avec les résultats obtenus dans les autres pays. Et le troisième champ des perspectives est en fait l'intégration d'une part dans la formation initiale de nos données pour nos étudiants et nos futurs étudiants, et la mise en place d'une formation continuée qui abordera donc deux objectifs principaux. La première étant d'accompagner les travailleurs sociaux pour qu'ils ne subissent plus le numérique, mais également que le numérique devienne un outil pour faciliter leur travail. Et deuxième grand objectif de cette formation, ce serait l'institutionnalisation d'une éthique professionnelle des technologies dans le travail social. Une dernière perspective serait l'utilisation des données pour accompagner les professionnels pour qu'eux-mêmes accompagnent leurs bénéficiaires dans l'usage du numérique. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés et nous laissons les micros.